Et maintenant, nous allons aborder un sujet plus politique, si je puis dire, avec Hilaire de Crémier, qui est un observateur politique depuis de nombreuses années et talentueux, avec notamment Politique Magazine et puis la nouvelle revue Universelle, oui. Universelle qui nous ramène à Bainville. Et Olivier Tournafont, donc, est aussi un grand ami, qui est un grand juriste. Là, je leur ai demandé de venir à cette émission pour évoquer avec moi un personnage qui n'a pas fini peut-être de nous étonner, mais enfin nous étonner dans quel sens on va voir, qui est Emmanuel Macron. Alors, qui est Emmanuel Macron ? Je propose peut-être de diviser le temps qui nous appartient, on a 1h30, sur 3 points. D'abord l'individu lui-même, ensuite sa base sociologique, ce qui est un sujet un peu différent, la base sociologique d'Emmanuel Macron, ce qui conditionne d'abord sa façon d'être, et puis ensuite l'avenir peut-être de la politique qui sera la sienne, parce que je pense, moi, qu'il y a une fragilité intrinsèque au phénomène Macron et qu'on retrouvera un jour ou l'autre apparaître de façon plus claire dans la vie politique. Et puis ensuite, peut-être en 3e point, dire quelques mots sur les premiers pas de Macron en politique et puis surtout sur l'opposition. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut attendre des oppositions qui existent et quels sont les souhaits qu'on peut formuler quand même, parce qu'il y en a sûrement. Voilà, donc si vous voulez, on peut commencer d'abord par la première partie. Alors, l'individu Macron, qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? Je ne sais pas, Olivier Tournafont ? Oui, alors je vais commencer. Alors, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on était déjà ensemble hier soir, donc là, je commence à devenir vraiment un habitué de ce studio. Je vous indique simplement qu'il y a dans le Figaro d'aujourd'hui, si vous avez encore l'occasion de l'acheter, vous pourrez l'acquérir, un article intéressant d'un de mes confrères, d'un de mes collègue qui s'appelle Stéphane Ratti, qui est professeur d'histoire de l'Antiquité tardive, et qui intitule son article « La Macromania rappelle le culte des empereurs à Rome ». Et il monte, alors je suis désolé, j'ai dû interrompre la lecture de cet article très intéressant, parce qu'il fallait que je vienne rejoindre Yvan Blot et Hilaire de Crémier, donc vous voyez, j'en suis pas très avancé dans la lecture de l'article, mais il montre que quand on arrive dans une situation où finalement on ne sait plus à quel saint se vouer, où rien n'a fonctionné, où tout a échoué, eh bien on verse dans le magique, dans le religieux, enfin dans le religieux, mais pas dans le bon religieux, le mauvais religieux, c'est-à-dire la superstition. Et on commence à regarder le vol des oiseaux, les auspices, les aruspices, les augures, et on se met à attribuer au souverain, quel qu'il soit, même si c'est un chef de parti, des pouvoirs quasi surnaturels qui seuls permettront à la société de sortir du chaos. Et il a peur que nous soyons tombés dans cette phase, je dirais, de décadence intellectuelle, puisqu'il faut l'appeler ainsi, où l'esprit critique est abdiqué et où on va demander à Macron d'être une sorte de nouveau maréchal Pétain finalement, parce que tout a échoué, tout le monde a déçu, Marine Le Pen n'a pas été à la hauteur, Sarkozy a été ridiculisé, Hollande a disparu sous terre, Valls a été pulvérisé, les successeurs de Valls et autres Hamon ont été grotesques, il y a que les quelques vieux démons, notamment Mélenchon, qui ressortent la tête de l'eau, et ça fait jamais plaisir. Donc maintenant, voilà, Macron est jeune, Macron est beau, Macron est intelligent, Macron a de la chance. Et ça, ce caractère, dit l'auteur, Stéphane Ratti, est justement ce que les historiens romains mettaient en avant chez les empereurs qu'ils vénéraient dans les panégyriques, la chance, il a de la chance, il est chanceux, donc il va réussir. Donc on tombe dans l'irrationnel. Et au fond, c'est intéressant parce que ça montre que la démocratie, qui se veut un gouvernement rationnel, qui se veut un gouvernement raisonnable, déboule finalement toujours sur l'irrationnel. On l'a vu pendant la Terreur, on l'a vu pendant la guerre de 40, on l'a vu pendant la guerre d'Algérie. On habitait toujours à des résultats tout à fait invraisemblables, parce que en réalité, un régime prétendument rationnel, mais à partir d'hommes qui eux ne le sont pas, ça ne peut pas fonctionner, évidemment.
Non, c'est très intéressant, l'article, je l'ai lu. Alors, il y a un dernier panégyrique, le dernier panégyrique qui était adressé à un empereur romain, qui était un empereur d'origine gauloise, qui était un Avitus, je crois me souvenir, l'un des tout à fait derniers, et ce panégyrique a été adressé par Sidoine Apollinaire. Et c'était juste avant Romulus Augustule, c'est l'avant-dernier. Oui. Et le panégyrique, c'était toi, le Gaulois, tu vas sauver. En fait, l'idée, c'était de sauver la Gaule, la Gaule romaine, qui était à la fois et la chrétienté et la civilisation. Et Sidoine Apollinaire voyait, comme préfet des Gaules, voyait l'effondrement général. Il s'est fait ensuite, il a été nommé évêque, comme ça se pratiquait à l'époque. Et il s'est d'ailleurs enfermé dans sa capitale d'Auvergne, à Clermont, qui était entouré de remparts, et il a défendu, il était le dernier défenseur de la catholicité, contre les rois barbares qui, eux, étaient ariens. Et alors, mais c'est très touchant de lire ce panégyrique parce que c'est son angoisse. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et on voit très bien que ça correspond exactement. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Qu'est-ce que va devenir notre civilisation, notre culture ? Et on fait un dernier appel à cet Avitus qui sera renversé comme tous les prédécesseurs, qui ne durera pas très longtemps, et puis qui sera, je crois que un ou deux après, c'était le Romulus Augustule. Oui, c'est ça. Et après, c'était fini. Et après, c'est Théodore qui a pris le pouvoir. Exactement. Et ça a été fini. Mais c'est comme ça que la Gaule est quand même restée dans la catholicité. Et d'une certaine manière, ça a préparé, en quelque sorte, Sidoine Apollinaire a préparé, avec Saint-Hilaire, mon saint patron. Saint-Hilaire de Clairier. de Poitiers. Ils ont préparé le Saint-Avit de Vienne et puis Saint-Rémy de Reims, qui ont choisi Clovis pour restaurer. Donc, je crois que ce qu'il y a de très intéressant dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, on assiste c'est peut-être pas très modeste de le dire, mais nous partageons depuis des années un certain nombre d'idées. Nous avons une conception de la vie sociale, une conception de la vie politique, et nous assistons avec regret, avec tristesse à une évolution qui pour nous est en quelque sorte institutionnelle et presque, on va dire presque mécanique, quasi fatale. Processus pathologique. Et qu'est-ce que voulaient les Français en fait ? Ils voulaient en finir avec un régime, pas avec seulement un système, mais avec un régime. Et Macron a su ramasser la mise, mais comme ça s'est retrouvé plusieurs fois dans notre histoire, déjà Bonaparte, ça a été un petit peu ça. On le compare, mais déjà Sarkozy, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que les Français ne veulent plus du régime des partis. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme tous les autres. Il a commencé par faire un grand parti. C'est exactement. Et en fait, il a astucieusement retourné la situation à son profit et il a donné un caractère sacral. Alors, et on l'a vu au Louvre. On l'a vu au Louvre et on l'a vu à Versailles. Un caractère royal, régalien. Il veut user de cela pour restaurer une autorité qui de fait n'en avait plus, qui n'avait plus de prestige. Et lui, il a compris qu'il y avait un problème de prestige, mais nous l'avons écouté. Oui, c'est vrai. Nous l'avons écouté, et quand il parle, même quand c'est pensé, parce qu'il pense, il a des philosophes dans la tête, mais bon, je pense pas qu'il ait une immense culture historique. Je pense que c'est un élève très brillant, un peu un surdoué. Il est meilleur que l'énarque moyen. Oui. Parce que moi, étant moi-même énarque, la culture juridique des énarques existe. La culture littéraire et philosophique des énarques. Je ne suis pas sûr qu'il ait lu Napoléon de Jacques Bainville, et ça lui manque. Ça lui manque. Et pour revenir, on voit son discours là du soir du Louvre est tout à fait caractéristique de la personne et de son genre littéraire. C'est un discours. Il a commencé par le mot bienveillance. Je sais pas si au milieu du discours, il a dit surtout ne sifflez pas, parlant des adversaires. Donc c'est l'homme au-dessus. Et il a terminé par le mot amour. Je ne sais pas si on l'a noté. Et à ce moment-là, Brigitte est montée sur l'estrade et puis derrière toute une bande de gars qui avaient beaucoup moins d'allure. Mais on voit très bien que ces thèmes, ce sont des thèmes religieux, c'est-à-dire bienveillance, amour, charité, mais bien sûr. Et c'est tout à fait le thème pour
on se vous voit là, à la radio. Pour vous, Yvan, qui connaissait très bien la littérature russe, c'est le discours de l'Antéchrist chez Soloviev. Ah, oui. C'est le discours. Je suis meilleur que les autres, c'est-à-dire les autres se disputent. Mais moi, je suis contre la dispute. Et en même temps, je suis pour, et en même temps, je suis contre. Mais c'est ce qu'il y a et en même temps, et du coup, c'était son tic de langage. Voilà, c'est son tic de langage. En même temps, j'assume tout dans la bienveillance, dans l'amour. Et donc, aimez-moi. Aimez-moi parce que pendant ses discours. C'est intéressant. Alors, il y a une autre. On peut parler effectivement de Soloviev, c'est très juste, Hilaire. On peut aussi parler de Shakespeare, avec les 3 coffrets. Shakespeare dans le Marchand de Venise. Le Marchand de Venise veut trouver un gendre valable pour sa fille, et il dispose dans son grand salon 3 coffrets avec un petit écriteau sur chaque coffret. Un coffret d'or où il y a marqué « Qui me choisit aura ce que beaucoup d'hommes désirent ». Et puis ensuite, il y a un coffret en argent, donc en principe moins prestigieux, avec marqué « Qui me choisit aura ce qu'il mérite ». Ça, c'est Macron, je vais y revenir. Et puis ensuite, il y a le 3e coffret « Qui me choisit devra risquer et donner tout ce qu'il a ». Oh là là. Et alors, d'abord, il y a un mort, on va encore accuser Shakespeare de racisme, enfin c'est un mort dans l'histoire, c'est pas un Vénitien. Le mort arrive, et puis il voit le coffret en or, il dit « Oh, le coffret en or, c'est fait pour moi, ça c'est... Parce que je veux ce que beaucoup d'hommes désirent. » Beaucoup d'hommes désirent cette belle fille, justement. Évidemment. Donc, effectivement, donc je choisis le coffret en or. Alors, il ouvre le coffret en or, et là, il y a marqué « Vous désirez ce que plein d'hommes désirent ». Ça, c'est la marque du vulgaire. Vous êtes un personnage totalement vulgaire, vous me dégoûtez. Vous n'êtes pas fait pour ma fille. Et vous êtes éconduit. Alors, il s'en va attristé. Puis ensuite, il y a un Vénitien qui arrive et puis qui ouvre le 2e coffret en disant... celui qui me choisit aura ce qu'il mérite. Mais justement, moi, j'ai plein de mérites. J'ai plein de mérites, j'ai fait des choses formidables, j'ai plusieurs vaisseaux qui sillonnent la Méditerranée avec de l'or dedans, etc. Vu tous les mérites que j'ai, effectivement, c'est le coffret qui me convient. Il ouvre, et puis qu'est-ce qu'il voit ? Le portrait d'un niais, qui est content de lui, évidemment, en disant « Vous avez un tel amour de vous-même, vous êtes tombé dans la niaiserie la plus totale, mais ma fille, elle a besoin de quelqu'un qui l'aime, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui s'aime lui-même. Et quelqu'un qui s'aime lui-même à ce point, ça peut pas faire un bon gendre. Et il était conduit. » Vous allez voir pourquoi. C'est très à mon avis, c'est tout à fait Macron. Et puis ensuite, le 3e, alors là, c'est un aristocrate vénitien, évidemment, de la meilleure qualité, qui choisit le coffret de plomb, tout en étant un peu inquiet, puisqu'il est marqué il devra donner et sacrifier tout ce qu'il a. Il ouvre le coffret et qu'est-ce qu'il voit ? Le portrait de la jeune fille en question. Il a été choisi parce que c'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier à sa femme, qui est capable de lui donner tout ce qu'il peut. Donc c'est un véritable gendre qui sait ce que c'est que l'amour et qui est profondément... et ça passe avant tout le reste, bien sûr. Ça passe avant les mérites personnels et ça passe avant la vulgarité. Alors, le problème de Macron, c'est qu'il s'est arrêté au coffret en argent, à mon avis. Comme tous mes camarades de l'ENA, en général, d'ailleurs. Parce que donner, sacrifier tout ce qu'on a, franchement, j'ai fait l'école, c'est pas tellement ce qu'on nous apprend. Surtout à notre époque. Tout à fait au début, quand l'école a été créée, il y avait un peu de ça, puisque la première promotion s'appelait France combattante. Et il a été composé de gens qui s'étaient battus pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils avaient donné, effectivement. Mais maintenant, je dis toujours, France combattante, ça doit être remplacé par carrière méritante. C'est ce qui correspond beaucoup plus à l'école maintenant. Et Macron, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai fait un petit travail sur Macron, qui a été de lire son livre Révolution, qui n'a rien de révolutionnaire d'ailleurs. Mais dans ce livre, il y a une chose qui m'a frappé. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est tellement bizarre, ce texte. Il faut que je voie de plus près. Je prends un stylo bille et avec ce stylo, je commence à souligner chaque fois que Macron a mis sur son propre livre « je, moi ». Et j'arrive à 350 « je, moi » sur 40 pages. Et alors, le comble, c'est qu'après, il y a un chapitre consacré à sa femme, où il dit du bien de sa femme, bien entendu. Et bien, dans ce chapitre sur sa femme, il parle 4 fois moins de sa femme que de lui, que de ses mérites à lui. Alors, je me suis dit, il n'y a pas de problème, c'est Narcisse, quoi. L'homme est amoureux de lui-même, mais à un point extrêmement poussé.
Donc, alors c'est lié évidemment à l'ambition qui correspond un peu au milieu dans lequel il est. Et avec cette idée qu'il est meilleur que les autres, Il a les mérites, c'est ça. Et qu'il est capable d'assumer un héritage à la fois régalien et démocratique. Oui. Un héritage en même temps, comme il dit toujours, en même temps, et oui, religieux, comme vous disiez tout à l'heure. Justement, religieux. Mais de la religion républicaine, de la religion démocratique. Alors on en vient, oui, en fait, mon petit schéma sur Macron, c'est le schéma aristotélicien des 4 causes. C'est ça. Je peux pas ne pas. Je n'y résiste jamais. Alors c'est la cause efficiente dont on a parlé, l'homme Macron, donc l'homme ambitieux. Bon, il y a aussi la cause finale. Quelle est la cause finale de Macron ? C'est l'idéal maçonnique. Oui. Il appartient. Je ne sais pas s'il appartient juridiquement. Est-ce que c'est un franc Macron ? En quelque sorte, moi je crois que oui. Il en est entouré. Ses références au XVIIIe siècle, aux Lumières, le choix de la pyramide du Louvre, quand même. Tout ça, on voit bien l'inspiration maçonnique qui est beaucoup plus forte même que dans le précédent gouvernement, qui était déjà très 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 fort, puisqu'au Parti socialiste, il y en a vraiment beaucoup. Donc on a une cause efficiente qui est donc l'homme plein de mérite et d'ambition et de lui-même. Ensuite, on a une cause finale qui est de type maçonnique. La cause formelle, c'est le régime politique, et les normes du régime politique, c'est l'oligarchie. On est en plein dedans, plus que jamais. Il y a des sociologues qui ont observé que parmi les candidats de En Marche, il n'y en avait que 2. Il y a plus de 500 candidats, forcément, aux élections législatives. Il y en avait 2 qui étaient ouvriers. Ça faisait très bien. Oui, mais alors deux, c'est quand même vraiment. Il fallait pas qu'il y en ait qu'un. Donc, oui, mais au Parti socialiste, il y en a combien ? C'est du même genre. Le Parti socialiste n'est plus ouvrier depuis très longtemps. En général, les ouvriers, ils sont au Front National aujourd'hui. Bon, ça, c'est sociologiquement, c'est attesté. Donc, c'est l'oligarchie, quoi. C'est l'oligarchie au pouvoir, mais sous sa forme la plus pure, là, je dirais vraiment. Ce n'est pas la France réelle qui est représentée. Non. Alors d'après le sociologue Guy, il dit il y a en France une oligarchie élargie qui fait pas loin de 30 à 40% des gens, qui sont tous ceux qui bénéficient de la mondialisation, ou qui sont protégés de la mondialisation. Bon, un haut fonctionnaire, il est protégé de la mondialisation, parce qu'évidemment, il a un statut. Bon. Et puis, il y a ceux qui gagnent dans la mondialisation, des banquiers, il l'a dit lui-même l'autre jour, il a dit il y a les gens qui ont réussi, et puis il y a les gens qui ne sont rien. Alors finalement... je me promène gare du Nord, et je suis parmi les gens qui ont réussi, et puis je vois passer une foultitude de gens qui ne sont rien. Exactement. Non, mais ça suppose une... au fond, est-ce que un mépris tous les candidats, tous les énarques sont-ils alors il y a quand même une évolution. Alors, je ne veux pas faire de l'ultra-corporatisme. J'aurais tendance, moi évidemment étant du ministère de l'Intérieur, à dire que c'est typique de l'inspection générale des finances. Mais j'ai travaillé souvent avec des inspecteurs des finances, et bon, disons que les gens modestes ne sont pas foisons parmi les énarques, mais alors à l'inspection des finances, là c'est le sommet. De la modestie ou de l'inverse ? Non, le sommet de la prétention et de l'arrogance. Ça a toujours été. Bien sûr. Parce que je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas de contre-pouvoir pour s'autoréguler eux-mêmes. Par exemple, les gens qui choisissent la préfectorale. Vous êtes préfet, sous-préfet, vous faites pas ce que vous voulez. Vous êtes en contact avec les gens des provinces, vous n'êtes pas à Paris déjà, donc ça vous rabat un peu le caquet. Non, ça vous rapproche. Puis humain aussi, sur le plan humain, vous êtes obligé en fait de négocier en permanence avec tout le monde, avec les professions, avec les élus, etc. Donc ça vous remet, disons, un peu les pieds sur terre. Mais l'inspecteur des finances, lui, il vient dans des services du ministère des Finances pour les terroriser, parce qu'il est là pour voir leurs fautes et lorsqu'il y a des fautes, évidemment, il propose au ministre des sanctions. Donc, il est dans une position très supérieure. Évidemment, il n'y a personne en face de lui qui peut le contredire. Donc, le métier lui-même, je dirais, renforce encore l'arrogance de ce type d'oligarchie. Voilà. Mais il y a un phénomène quand même qui est très important et dont Emmanuel Macron a bénéficié plus ou moins à son corps défendant. C'est d'abord l'érosion du clivage droite-gauche traditionnel qui tente à être remplacé de plus en plus par un clivage mondialiste identitaire. Donc il a bénéficié de cette évolution. Oui. Et d'ailleurs, on voit qu'en ce moment, le clivage est en train de changer. Alors lui, évidemment, c'est le camp des mondialistes. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup favorisé son élection, évidemment. Et puis, il y a aussi le fait, un petit peu par hasard, au fond, qu'il se soit retrouvé devant une Marine Le Pen très maladroite, agressive, ne connaissant pas bien ses dossiers. Il aurait été
face à il l'a pas emporté de très loin au premier tour. Il n'avait pas une très grosse majorité. Non, c'était très peu. En réalité, il a été élu par une minorité. Oui, par une minorité. Donc, c'est un petit peu un vote par défaut. Une élection par défaut. Oui. Alors, cela étant, ce que Yvan Blot est en train d'expliquer sur l'arrogance des mondialistes, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Et le premier, enfin peut-être que c'était pas le premier, il paraît qu'il y a eu des prédécesseurs, mais un grand auteur qu'il a vu au 19e siècle, c'est Friedrich Nietzsche. Oui. Mais ce qu'il a dit, la démocratie, sous prétexte d'égalité, de liberté, etc., aboutira à un monde global où il y aura une race de seigneurs qui ne rendra jamais de compte à personne et une masse immense mondiale d'esclaves qui devront obéir. Et moi, je constate que l'esclavage, c'est tout simplement dématérialisé. Dans le meilleur des mondes, voilà. Il y a les alpha plus et puis il y a les epsilon. On est passé d'une société social-démocrate où la classe moyenne tendait à se développer, et d'ailleurs on nous disait il y aura de moins en moins de pauvres et de moins en moins de riches, c'était le dogme des années 70, et brutalement ce schéma s'est brisé dans les années 90 après la chute du mur de Berlin, et on est passé justement à une société où il faut choisir, on est maître ou esclave, on est riche ou on est pauvre, vous choisissez, vous êtes un raté, vous réussissez votre vie, si vous réussissez votre vie, vous faites partie de l'élite mondialisée, vous faites partie de l'hyperclasse mondialisée, et ça c'est dans le schéma intellectuel des jeunes. Je vois les étudiants, ce dont ils rêvent, plus payer d'impôts en France, plus travailler en France, avoir plus rien à faire avant, se dire citoyens du monde et se goberger tant qu'ils peuvent. Et vivre le plus longtemps possible comme ça. Ça, c'est terrible. Alors évidemment, comment voulez-vous maintenir la cohésion des États dans en sachant que tous les médias sont pratiquement sous la domination des draïs, la seule chose... Des bergers, des miels... Ce que disait un auteur, je ne sais pas si c'est dans le Figaro, il y avait une très intéressante étude sur ça. Il disait, cette société de maîtres et d'esclaves, à long terme, elle n'est pas viable, parce qu'elle est tellement déséquilibrée, elle est tellement caricaturale qu'elle aura une vie excessivement éphémère et elle débouchera sur des crises d'une violence inouïe qui la mettront à bas. Et ça, tous ces gens-là ne le voient pas. Eux, ils s'imaginent absolument au-dessus et tout puissant et ne rendant plus jamais de compte à personne. Ils ne prennent jamais le métro, ni la ligne 13, ni... Mais pour peu que vous apparteniez, chers auditeurs, je dirais à la grande bourgeoisie ou à l'aristocratie ou même à la moyenne bourgeoisie, vous en voyez autour de vous des gens comme ça qui adulent l'hyperclasse mondialisée. Combien de personnes autour de nous ne se sont pas vantées de dire moi mes enfants sont à Washington, mes enfants sont à Singapour, les Français n'ont ce qu'ils méritent, c'est bien fait pour eux, de toute façon ça ne me touche plus. Combien de fois je l'ai entendu moi. Oui, c'est vrai. Combien de fois c'est pourquoi je crois que vous m'accorderez qu'on ne peut pas me soupçonner de marxisme. Mais je me suis demandé si on ne voyait pas réapparaître sous une forme très différente de celle du 19e siècle, une sorte de lutte des classes. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. Alors, cette anecdote, je dois dire, m'a assez convaincu qu'il y avait vraiment une nouvelle lutte des classes qui était en train d'apparaître dans notre pays. D'ailleurs, l'année prochaine, je ferai un cycle de conférences sur ce sujet, pour faire un livre d'ailleurs sur y a-t-il une nouvelle lutte des classes. Oui, c'est intéressant. Et alors, voilà l'anecdote. Elle est assez frappante. Il se trouve que j'appartiens à un cercle, justement, qui appartient plutôt à cette classe dirigeante mondialisée, qui est le cercle interallié. Oui, Et le vice-président, très gentiment, m'invite à une soirée chez lui, où il y avait là beaucoup de monde. Il y avait peut-être 70 personnes, 80 personnes. Et puis, c'était au moment des élections primaires du Parti des Républicains. Donc là, les gens discutaient de politique, ils disaient, moi je suis pour Sarkozy, moi je suis pour Juppé, et toi, t'es pour Fillon, etc. Enfin, discussion autour de ça, en gros. Quelques socialistes étaient là, alors ils restaient un peu marginalisés, mais enfin, avec beaucoup de bienveillance. Et puis il y avait une dame qui avait l'air effondrée. Mais effondrée, qui était dans un grand fauteuil, qui disait rien. Alors, lui dit, mais madame, vous avez l'air triste, qu'est-ce qui se passe? Bien oui, je suis triste parce que j'ai un drame dans ma famille. Ah bon, vous avez un drame dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, ça concerne mon jardinier. Il y a quelqu'un qui dit, mais votre jardinier, c'est pas votre famille, ça, c'est... Ah si, parce qu'il a travaillé déjà à l'époque de papa, et donc on le considère comme un membre de la famille, donc c'est comme s'il était membre de la famille. Et alors, qu'est-ce qu'il a, votre jardinier? Il est malade? Non, c'est pire que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu un dissident. Votre jardinier est un dissident. Oui, c'est un dissident par rapport à tout le reste de la famille, et ça pose un problème.
Mais quel genre de dissidence? Eh bien, figurez-vous, mais c'est chose à peine de le dire, il vote Front National. Et là, j'ai vu toutes les personnes qui étaient autour, qui entendaient cette conversation, qui ont dit « Oh, mais quelle vulgarité, quelle faute de goût !» Ils n'ont pas dit « Quelle erreur », par exemple. Hein, si on était sur le terrain de la discussion politique rationnelle, quelle erreur. Bon, ils font une... Non, c'était quelle vulgarité, quelle faute de goût, comme vous devez être triste d'avoir quelqu'un d'aussi vulgaire dans votre famille, etc. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est vraiment la lutte des classes. Le mépris le plus profond, et puis évidemment, ensuite la rancœur de l'autre côté qui monte. Et d'ailleurs, l'explication du vote dit de protestation n'est donnée que par ces gens-là, et ces gens-là en font un vote, comme ils disent, de protestation, de la part de gens qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas ouverts, qui ne comprennent pas. Donc, Macron se penche avec une certaine commisération sur... il faudra tenir compte de ce fait. Oui, comme s'il s'agissait de faibles d'esprit. C'est ça. De faibles d'esprit, oui, c'est ça. Et de reste comment dire, d'un passé qu'on n'arrive pas à tourner. Exactement. Mais c'est extrêmement dangereux parce qu'en réalité, les forces naturelles sont beaucoup plus fortes que la volonté des mondialistes, qui sont des apprentis sorciers en réalité. Parce qu'ils jouent sur des leviers dont ils ne connaissent pas du tout, dont ils ne connaissent pas la puissance. Donc ils vont provoquer... Alors c'est bien joli de faire venir des millions et des millions d'immigrés sous prétexte qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais après, le jour où ces millions d'immigrés veulent imposer leur religion, leurs lois, leurs mœurs, et puis ce sont des gens souvent qui font beaucoup d'enfants, eh bien, à ce moment-là, il y a nécessairement une crise politique qui peut être extrêmement grave et qui peut être dramatique. Où seront-ils, les mondialistes? Ils seront partis. Un d'entre eux, un jour, m'a dit, parce que je lui ai expliqué, il m'a dit cyniquement, mais que m'importe que la France soit à feu et à sang, si moi, en même temps, tiens, vous remarquez la même expression que maintenant, à Shanghai, je vis une ère d'une prospérité, d'un bonheur inouï. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Vous avez compris. Si vous avez compris ça, vous avez compris. C'est-à-dire que c'est le naufrage du Titanic, mais il y en a qui ont une chaloupe et ils en rient. Ouais. Voilà. Et ça les dérange pas du tout, parce que les vieilles corporations, les vieux liens sociaux, la famille, la profession, la religion, l'ethnie même, les mœurs, tout cela a été décomposé par 250 ans de république laïque, égalitariste. Donc chacun s'est dit, après tout, moi je vais faire bande à part. Hein. Pourquoi je suis moins bête que les autres. Et tous ces cons n'ont que ce qu'ils méritent. Combien de fois j'entends cette expression? Tous ces cons n'ont que ce qu'ils méritent. Et ça, dans la bouche de hauts fonctionnaires ou de gens de la grande bourgeoisie. Ce qui est frappant, c'est que dans les deux discours, là, nous avons eu droit à deux longs discours de plus d'une heure, du président d'un côté et du Premier ministre de l'autre, de politique générale. Aucun des vrais problèmes n'a été abordé. On traite des questions de réforme institutionnelle, d'un peu de proportionnel, de choses comme ça. Oui, des réformes. Mais l'immigration, le fait que l'on ne puisse plus, ils n'ont jamais essayé, que l'on ne puisse plus aller dans certains quartiers. Les territoires perdus de la République, comme dit l'autre là, ça ils n'abordent jamais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors on va faire plus de gendarmes, c'est tout. Pour eux, c'est une question de quantité. Il n'y a pas de recherche d'une solution politique pour. Et s'il y a davantage d'immigrés, on tâchera de résoudre le problème. Oui, et puis de toute façon, comme on a postulé que les hommes étaient tous les mêmes... C'est traduit en termes technocratiques, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a des émeutes, je sais pas, dans le nord de Paris, on va essayer de résoudre le problème des émeutes par des mesures juridiques et économiques. Alors les mesures économiques, ça va être créer des avantages fiscaux aux entreprises qui s'installent dans le quartier pour essayer de soutenir des emplois, etc. Et puis, sur le plan juridique, on va peut-être abaisser la majorité pénale parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent dangereux. Et jamais la cause. On traite toujours les effets. En réalité, ce sont des médecins comme les médecins de Molière qui s'attachent uniquement aux symptômes, qui appliquent des remèdes de charlatans, qui ne veulent pas s'interroger sur l'étiologie de la maladie, c'est-à-dire les origines, la cause de la maladie. Parce que le déclin de l'Occident est une réalité que tout le monde est conscient aujourd'hui, et même, je crois, même aux États-Unis. Et simplement, on ne veut pas rechercher la cause de la maladie. Alors évidemment,
évidemment, la maladie est inguérissable si on applique. Alors, Macron, c'est un gourou. Parce que pour voir un mauvais jeu de mots, je dirais que c'était le gourou de secours. Parce que finalement, on n'avait plus personne. Marine n'a pas pu sauver les Gaulois. Alors, on l'a pris celui-là parce qu'il était là. Mais ça aurait pu être un autre, au fond. Ça aurait été Juppé, ça aurait été pareil. C'est une crise récurrente dans la République. Elle se plaçait à des niveaux différents, mais à la fin du 19e siècle, la République s'est trouvée confrontée à ce même problème. C'est-à-dire, après la démission de MacMahon, il y a eu une dégradation du rôle du chef de l'État. Or, le chef de l'État avait été créé, faut s'en souvenir, en attendant le roi. C'était la raison du septennat qui avait la durée. Et en principe, au départ, le chef de l'État avait des pouvoirs qui étaient absolument comparables à ceux de la Ve République. Tout à fait, oui. Chef des armées, etc. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que MacMahon est tombé. Parce qu'on lui a dit, c'est Gambetta qui lui a dit, tu te soumets ou tu te démets. Et alors après, ils ont eu tout de suite, on est tombé dans l'anarchie parlementaire avec les opportunistes, les socialistes, les radicaux. Et puis il y avait plus qu'une sorte d'unité, c'était la guerre contre l'Église et contre les curés et puis contre l'armée. Bon. Ouais. Très bien. Mais ça ne pouvait pas durer. Ça se succédait à toute allure, tous les 6 mois. Et il y a eu des tentatives de cet ordre-là, de restauration d'une sorte de prestige. Moi, je pense au fameux Faure, Félix Faure, qui a tenté d'être ce que ça devait être à l'origine. Parce que ce n'est rien d'autre que ça. La République en France, c'est l'absence de roi. Et il faut retrouver le prestige du roi en ne faisant pas le roi, mais en ayant une sorte de substitut. Et Félix Faure a voulu être une sorte de substitut. On sait comment ça s'est terminé pour lui, mais il jouait la même chose sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'il a fait comme Macron dans ses premiers pas. J'existe internationalement parce que la France, c'est quand même c'est la plus vieille nation d'Europe et par conséquent d'une certaine manière du monde. Si on met à part la Chine et le Japon, mais c'est la plus vieille nation et donc il y a une sorte de prestige qui s'attache toujours à la France et en raison de son passé. Et ils essayent d'où Versailles, d'où le Louvre. Lui, il n'est pas allé à la Bastille, il n'a pas fait comme Chirac. Il a compris qu'il fallait pas faire ça. C'est vrai. Mais justement, c'est surjoué. C'est-à-dire que même avec Poutine, même avec Trump, qui l'invite là le 14 juillet, c'est des coups de poker qu'il fait pour se donner un prestige, de l'importance. Et essayer d'acquérir ce charisme royal qu'en fait il n'a pas parce que l'élection ne le lui donne pas. Bien sûr, mais alors la question qui va vite se poser, c'est comment va-t-il gouverner à partir du mois de septembre ? Parce que les problèmes, eux, ils sont bien réels. Alors vous avez évoqué à juste titre les 2 problèmes principaux qui sont gravissimes, c'est les flux migratoires incontrôlables et la dette publique, donc la faillite de l'État. Bon, il va pas y être confronté instantanément parce que c'est des phénomènes de grande ampleur et surtout sur le long terme, mais il va être en tout cas confronté aux symptômes de plus en plus nombreux de ces 2 problèmes de fond et il va être assailli aussi très vite par toutes sortes de nouveaux problèmes qu'il aura d'ailleurs lui-même créés, ne serait-ce que la réforme du droit du travail. Oui. Alors moi on me dit que parce qu'il est jupitérien et qu'il va gouverner par ordonnance comme par miracle, tout le monde va accepter ces réformes. C'est ridicule. Quand on sait à quel point ses prédécesseurs ont été dans l'impossibilité quasi totale de réformer ce pays, ou alors il faudrait qu'il y ait un miracle. Alors il y a certains qui croient que Macron va bénéficier de pouvoirs miraculeux. Bon, pourquoi pas ? Moi, je suis pas contre. Après tout, si Macron restaure la monarchie en France, je deviendrai macronien à ce moment-là. Pourquoi pas ? Il est toujours permis de rêver, de croire au Père Noël. Mais enfin, c'est possible. Tout est possible, mais c'est pas vraiment probable. Et je pense qu'arriver aux difficultés, d'ailleurs on le voit, le gouvernement est en train de mettre de l'eau dans son vin dès maintenant, il suffit de regarder le journal d'aujourd'hui, soit ils vont vouloir quand même réformer à la hussarde, mais là ça va être la crise, et ça va venir très très vite, sur fond de faillite de l'État et d'immigration. Ils vont faire du minima. Ou alors en effet, ils vont essayer de faire durer le plaisir le moins de vagues possible, donc ça sera Hollande bis.
Et finalement, on va pas avancer du tout. Et dans 5 ans, il espérera tirer son épingle du jeu. Mais cela dit, un jour, à force de faire cette politique comme ça, qui consiste à repousser les problèmes, un jour, ils vous tombent dessus quand même, les problèmes. Parce que c'est bien de raconter n'importe quoi pendant une campagne, mais faire n'importe quoi, ça a des conséquences. Alors là, raconter n'importe quoi, ça n'a pas de conséquences, c'est d'un régime démocratique. Donc, pour raconter n'importe quoi dans une démocratie. Mais faire n'importe quoi... Il faut qu'il ait une base populaire suffisante pour pouvoir faire accepter ces réformes. Et puis alors, sa majorité, il n'a pas de base. Elle me fait rigoler doucement. Si vous voyez, je suis un peu vulgaire, mais quand même, les gens qui l'ont pris, ce sont quand même, pour beaucoup, des planches pourries. Notamment les fameux républicains constructifs. Donc, les planches pourries, quand ils vont voir que ça commence à chauffer, ils vont avoir qu'une envie, c'est de déguerpir. Ça va être comme l'armée italienne en 1914, enfin en 1917 plutôt, à Caporetto. Bon, j'aurais aucune confiance dans ces députés-là pour le soutenir. Bon, c'est d'évidence. Oui, de toute façon, d'ailleurs, le fait d'avoir pris, je parle même pas des députés républicains qui sont partis chez lui, mais d'avoir pris un peu n'importe qui. Faut voir ça profite à qui? Ça profite à la haute fonction publique. Évidemment. Parce qu'une fois de plus, c'est les hauts fonctionnaires qui vont tout diriger. Parce que c'est déjà le cas, de toute façon. Mais là, ça sera encore plus vrai. Plus vous prenez des analphabètes en politique comme députés, et plus c'est les fonctionnaires qui vont les remplacer. Il n'y aura aucun travail législatif du côté des... Mais non, le travail législatif, il se fait dans les ministères. Il se faisait déjà avant dans les ministères. Ça sera encore plus accentué. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers la technocratie sous sa forme la plus pure. Une dictature bureaucaucratique. Je pense que c'est ça qui va arriver. Une dictature bureaucratique. Mais la question que je me pose, et peut-être Yvan Blot, vous qui êtes un analyste politique meilleur que moi sans doute, Hilaire de Crémier aussi, qui va incarner l'opposition alors? Ça, c'est la grande question. Parce que ça ne sera pas le Front National finalement. On pensait que ça serait le Front National. Moi-même, j'en étais convaincu. Bon, je vous cache pas que même si j'ai beaucoup de choses à reprocher à Marine, j'ai néanmoins voté pour elle, je le dis clairement. Mais je pensais qu'elle incarnerait, que le Front National serait le grand parti qui incarnerait la défense de l'identité. Mais malheureusement, je crois que ça va pas être ça. Alors j'espère, ça peut pas être Mélenchon non plus. Parce que c'est un néo-robespierriste bourgeois, très bourgeois. Très bourgeois. Alors qui au fond, il y a un grand vide de ce côté-là aussi. Oui, c'est pas clair du point de vue, disons, des hommes politiques eux-mêmes, de l'opposition. Les choses, pour l'instant, il n'y a personne qui se dégage. Personne. Il n'y a pas de personnalité. Il y en a quelques-unes, mais elles sont isolées. Il est dommage que Philippe de Villiers... Philippe de Villiers ne veut pas faire de politique, pour l'instant, en tout cas. Vous avez Dupont-Aignan aussi, mais il a une personnalité. Mais il n'a pas beaucoup de troupes. Donc, mais alors, par contre, ce qui est l'atout de la future opposition, je ne sais pas qui va l'amener, mais enfin, c'est la sociologie. Moi, je suis très frappé par les analyses d'un sociologue qui s'appelle Guy Luy. Oui, très intéressant. C'est très intéressant. Oui, très intéressant. Qui montre qu'en fait... là, c'est la France périphérique. Oui, la France périphérique, c'est 60% de la France. Donc c'est une majorité très très nette. Encore. Encore. Parce que les choses vont changer. Et tout est fait pour les changer. Voilà. Alors, cette population-là, elle conteste le système mondialiste de façon vraiment très, très affirmée. Elle s'exprime essentiellement par l'abstention, d'abord, et puis en partie quelques-uns pour le Front National, quelques-uns pour Debout la France, quelques-uns pour aussi du côté de Mélenchon. Bon. Mais en tout cas, ça représente une masse énorme de la population française. Et moi, ce qui, à mon avis, est le moteur comme toujours d'ailleurs dans l'histoire, le moteur sont les gens qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent, parce que ceux qui ne souffrent pas, ils ont pas de raison de changer quoi que ce soit à ce qui existe. Mais ceux qui souffrent, c'est autre chose. Alors ceux qui souffrent, il y a toutes sortes de manières de souffrir, et puis on souffre de plusieurs choses. Alors, il y a au moins 3 mots. Il y a l'immigration, qui fait souffrir les gens, c'est ce qu'on appelle l'insécurité culturelle. Maintenant, j'ai vu ça, les sociologues appellent ça l'insécurité culturelle. Quand on a l'impression qu'on est entouré par des gens qui n'ont pas la même culture que vous, donc ça crée une angoisse, nous ne sommes plus chez nous. Nous ne sommes plus chez nous, voilà. Il faut exprimer ça de façon tout à fait claire. Ensuite, la deuxième cause de souffrance, c'est l'insécurité, la criminalité, la délinquance et le terrorisme qui se rajoute à tout ça. Sans parler même du terrorisme, je précise toujours que la montée de la criminalité et de la délinquance a été considérable ces dernières années, puisque on avait 1 500 000 crimes et délits en 1968, justement.
Et là, maintenant, on a 4 500 000 crimes et délits. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, l'immigration explique en partie ça, c'est vrai, mais pas totalement. Non, pas totalement. Il y a la perte des valeurs. Donc, il y a la perte des valeurs, oui, qui est tout à fait importante. Ça, il n'y a aucune réponse, évidemment, dans le programme macronesque ou philippique. Et puis, le troisième type de souffrance, alors, est plutôt de type social, mais enfin, c'est très réel, notamment le chômage, qui fait 10% en France, bon, ce qui est quand même beaucoup, et puis surtout 25% chez les jeunes de moins de 25 ans. Oui. Alors, il y a les jeunes, là aussi, ils se divisent en deux catégories. Il y a les jeunes qui ont bénéficié, aussi par leur mérite d'ailleurs, des meilleures écoles et des meilleurs diplômes, et qui feront peut-être une belle carrière aux États-Unis, et pas forcément en France. Bon. Ou à Singapour. Voilà. Oui. Mais il y a les autres, et alors les autres, ils sont frappés par le chômage de façon très très directe. C'est les mêmes jeunes qui sont frappés par l'insécurité, parce qu'ils vivent dans des quartiers où l'insécurité est beaucoup plus forte. Et puis, c'est les mêmes qui sont frappés aussi par l'immigration. Ouais. Donc, tous ces gens-là, effectivement, c'est un potentiel très important de mécontents qui peut ensuite être le fer de lance d'une future opposition. Alors, il y a toutes sortes de gens qui sont au contact avec la souffrance. Il y a les victimes proprement dites, et puis il y a ceux qui sont au contact par leur métier. Moi, je vois, par exemple, j'ai rarement vu des policiers de la brigade anti-gang ou de la division antiterroriste de la PJ, faire du cosmopolitisme, faire de l'angélisme à l'égard de l'immigration, défendre les idées des partis, je dirais, cosmopolites. En principe, on ne connaît pas, bien sûr, le vote des gens, mais enfin, on sait très bien que, par exemple, là où il y a des casernes de gendarmerie, eh bien, le vote du Front National fait un bond. Oui, parce qu'ils sont au contact des souffrances et des vérités, des problèmes de l'immigration, des problèmes d'insécurité. Et donc, il y a des tas de professions comme ça. Il y en a même qui, au début, niaient le problème, comme les enseignants. Il y a une fraction des enseignants de banlieue, maintenant, ils ne votent plus pour la gauche, parce que c'est tellement épouvantable la situation dans laquelle ils sont quotidiennement, que forcément... Et alors, j'en reviens à cette vieille sagesse grecque, puisque c'est Échille et Sophocle qui disait toujours pathos matin, n'est-ce pas? On apprend à travers la douleur. La douleur vous apprend quelque chose. C'est triste, mais c'est un des moteurs de l'histoire, je crois. Parce que même sans être marxiste, on peut admettre qu'au XIXe siècle, s'il y a eu des grands bouleversements, c'était dû à la détresse des ouvriers, quand même, qui étaient arrachés à leur campagne, où ils vivaient mal, c'est vrai, mais enfin, ils se sont retrouvés dans un monde complètement inhumain. Et évidemment, ils sont devenus communistes ou socialistes. Au moment où le marxisme s'effondrait, le marxisme se vérifiait d'une certaine manière. Le manifeste, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Nous étions anti-marxistes quand nous étions jeunes, et nous avions raison de l'être, parce que le marxisme a justifié des horreurs. Mais il se trouve que de façon très curieuse, par un renversement des choses, avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement du communisme, tout à coup, certains pronostics de Marx se sont vérifiés. Absolument. C'est étonnant. Et son analyse qui vient d'ailleurs du passé, la façon dont il a regardé le Moyen-Âge et dont il a poursuivi son analyse, il y a quelque chose de singulier, de fort, contestable sur certains points, mais on peut dire que dans l'analyse marxiste est souvent pertinente, mais les remèdes préconisés sont pires que le mal. Voilà, c'est la critique. Ça me rappelle un de mes camarades à la fac avait trouvé une allégorie. Et il dit voilà, les marxistes me font avancer à ces médecins qui vous disent j'ai un traitement révolutionnaire, je vais vous guérir là où la médecine ne vous guérit pas. Alors, on dit docteur, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais alors, vous avez déjà eu des résultats, vos patients, alors... mon premier patient, il est mort. C'est pas de chance, c'était pas au point. Non, c'était pas. Le deuxième, alors vous l'avez sauvé. Deuxième, il est aveugle. C'est ennuyeux, ça. Mais les autres, vous l'avez fait. Alors le troisième, il est paralysé. Mais le médecin dit attendez, il prend le patient par le bras, il dit avec vous, je suis sûr que ça va marcher. C'est ça. Ça, c'est le marxisme. Ça, c'est le marxisme. C'est ça. C'est de la suite, le saut dans l'inconnu. Parce que quand Marx dit les philosophes jusqu'alors n'ont fait qu'interpréter le monde, maintenant il s'agit de le transformer. Il y a une erreur fondamentale dans cette phrase. Parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose que justement on n'a pas pu comprendre. Mettez-vous, chers auditeurs, face à votre ordinateur et essayez de le transformer si vous n'avez pas compris son mode de fonctionnement. Vous allez simplement planter l'ordinateur. C'est exactement ce qui s'est passé avec le marxisme. C'est-à-dire que les méthodes préconisées étaient rudimentaires, grossières et simplistes.
pour des problèmes qui avaient été identifiés et qui étaient justes quant à eux. Mais au fond, c'est pour ça que la social-démocratie, même si elle ne m'inspire pas beaucoup de sympathie, a mieux réussi que le marxisme parce qu'elle est réformiste. Elle a eu la prudence de garder les structures sociales antérieures et de procéder par petites touches, un peu ce que Maurras aurait appelé l'empirisme organisateur. Et finalement, le capitalisme allemand, qui est fait d'un mélange de progressisme et de conservatisme, a donné de bons résultats parce qu'on gardait la vieille structure et qu'on la touchait que d'une main tremblante. Mais tout ce qui est la théorie de la table rase, c'est un désastre. Et d'ailleurs, c'est ce qui rapproche le marxisme du libéralisme débridé c'est exactement pareil que nous connaissons aujourd'hui. C'est exactement pareil. Et les maîtres à penser, sont... Bien sûr, il y a la philosophie allemande, mais c'est surtout la pensée économique anglaise. Et bien sûr. C'est des disciples de Ricardo, et il n'existe que la matière, et il n'existe que le produit économique, c'est tout. Et il n'y a de valeur qu'économique. Cette passion presque morbide pour le changement, alors que c'est Hayek qui a bien montré que ce qui existait avait le grand mérite d'avoir traversé les siècles et d'être très utile. Et Yvan Blot pourra en parler mieux que moi, parce qu'il nous en a souvent parlé dans ses conférences, justement. Ce que l'histoire a forgé, que ce soit la langue, les mœurs, la religion, les traditions, ce n'est pas qu'un folklore. Ce sont des choses utiles, même si elles ne paraissent pas rationnelles, et qui sont précieuses. Et les constructions géniales et révolutionnaires, comme celles des conventionnels de 1793, ce sont des constructions extrêmement fragiles et totalement inadaptées, finalement. Et Macron, il s'est défini comme girondin. Dans son discours officiel. Mais on sait on sait ce qui arrive aux Girondins. C'est très risqué quand on sait qu'on a Mélenchon en face, en plus. Évidemment. On peut avoir des surprises, ça c'est... Mais là, je crois quand même qu'il y a un terreau très important pour les mouvements dits populistes qui se développent, d'ailleurs pas qu'en France, parce que, en France... Alors, il y a un problème, effectivement, qui est propre à ces phénomènes-là, c'est qu'il y a, je dirais, il y a les archéopopulistes et les néopopulistes. Les archéopopulistes, c'est ceux qui sont patriotes, indiscutablement, qui sont contre l'immigration, mais qui ont une vision de la politique un peu ancienne, disons, et étatiste en général. Et puis, il y a ceux qui ont une vision plus récente, plus neuve, je crois, qui ne font pas confiance à l'étatisme pour résoudre les problèmes. Et en Italie, je vois, par exemple, il y avait le vieux MSI, qui était la suite du fascisme, finalement, puis qui a fini par disparaître et qui a été remplacé par la Ligue lombarde. Enfin, la Ligue du Nord, maintenant. La Ligue du Nord... c'est un parti vraiment, j'ai fait une réunion avec eux il n'y a pas très longtemps à Milan, très impressionnant, très bon niveau intellectuel, vraiment des gens de très très grande qualité et qui voient les problèmes tels qu'ils sont. Mais l'UDC en Suisse, c'est remarquable aussi. L'UDC en Suisse, c'est le même genre. C'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on a en France. Si on compare la droite nationale française à l'UDC suisse, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en France, c'est une bande de joyeuderie à côté. Et d'amateurs, l'UDC, et la première chose que font les gens de l'UDC, c'est quand ils ont un congrès, ils font venir des opposants politiques, donc des socialistes par exemple, pour apporter la contradiction, pour stimuler le débat. C'est remarquable. C'est pas ce qu'on fait ici. C'est pas ce qu'on fait ici, parce qu'ils partent de l'idée que c'est par la contestation, la polémique et par la contradiction que la pensée progresse. Et qu'on n'est jamais détenteur de la vérité globale. Et malheureusement, on est très très loin de la politique qui a été menée au Front National, où c'était plutôt le népotisme, malheureusement. C'est triste à dire, mais justement, confronter ces idées, et c'est pour ça que je suis extrêmement hostile à tout ce qui est loi mémorielle, c'est que pour moi c'est de l'obscurantisme. Il faut toujours confronter les idées à celles de l'adversaire, et c'est à partir de là que l'on peut progresser. Et ça évite d'ailleurs de se battre dans la rue, finalement. Et c'est peut-être un des seuls apports. Alors on dit c'est la démocratie, mais c'est pas spécialement la démocratie, parce que sous l'Ancien Régime, on pratiquait le débat contradictoire sans arrêt. Depuis le haut Moyen-Âge. Et voilà. Et même dans l'Empire romain. Et depuis Athènes. Depuis les Grecs, il y a toujours et depuis les Grecs. Donc c'est pas plus démocratique ou monarchique, c'est le fond de notre civilisation. Oui, bien sûr. Et voilà, et donc la difficulté, c'est ça, c'est d'avoir effectivement une opposition qui tienne compte de ces nouvelles formes de débat et qui ne se replie pas sur des modes de vie politique partisane qui remontent à 50 ans en arrière. Est-ce qu'il y aura une véritable opposition du côté de l'Assemblée d'après ce que vous semblez dire, si ça tourne mal, c'est sûr. Je pense que vous avez raison.
je pense que l'opposition, elle peut se construire en dehors de l'Assemblée, en dehors du système politique, du régime politique. Oui, mais ça sera comme la manif pour tous. On va la brimer et on va lui dire vous n'êtes pas légal. Et peut-être qu'il y a des questions intéressantes d'auditeurs. Je vois des questions là sur la table. Il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Ah oui, il faudrait peut-être... les auditeurs aiment bien qu'on lise leurs questions. Alors, je vais faire plaisir à Olivier Macron d'abord. Et aux éditeurs Très bonne émission. Avec Macron, c'est l'adoration de Mammon, de l'argent et de la pyramide. Bah oui, bon, là, ça, je crois qu'on est bien d'accord. Il n'y a pas tellement de conflits, là. Combien d'empereurs romains ont connu une fin tragique? Ah bah ça, c'est intéressant. Oui, Hilaire, vous pouvez en donner. C'est Hilaire qui nous en parle. Beaucoup. Mais en pourcentage, vous avez... non, j'ai pas fait le calcul. Peut-être un tiers, peut-être, facilement. Ah oui. Je ne sais pas, c'est Chateaubriand qui avait dit l'Empire romain, c'était la dictature tempérée par l'assassinat. Et c'est pour ça que ça marchait pas mal, d'ailleurs. Surtout à la fin. Surtout à la fin. Alors, une autre question, on ne se rend pas compte que... C'était le prétoire qui réglait le problème. Oui. Ben voilà. On ne se rend pas compte que la venue de Macron a été prévue depuis longtemps, c'est une machination maçonnique. Oui, enfin bon, je ne crois pas trop à la théorie du complot, parce que si Fillon n'avait pas eu ses affaires, ses casseroles, si Marine avait été meilleure, tout aurait été différent. Alors il est certain qu'il y a des forces qui poussaient Macron. Qui a payé sa campagne? Oui. Il est tombé du ciel, c'est trop beau pour être vrai pour ses partisans. Mais attendez, c'est invraisemblable. Tous les magazines. Donc il y a bien sûr qu'il y a eu une volonté d'une oligarchie mondialisée de promouvoir. C'était pour eux miraculeux qu'il arrive. Et en plus, il est loin d'être bête et puis il est même assez sympathique. Il a tout pour plaire. Cela étant, il a bénéficié en effet de concours de circonstances aussi. Je crois que dans l'histoire est faite d'une part par des règles, je dirais des problèmes de fond, des courants de fond très importants, des lobbies, des groupes de pression qui s'activent en permanence, qu'ils soient juifs, protestants, catholiques, francs-maçons, il y en a tout le temps, c'est la vie elle-même. Et puis en plus, des accidents de l'histoire. Oui. Et il y a le chapitre dans le Napoléon de Bainville qui, à mon avis, est l'un des plus remarquables livres politiques, je dis bien, qui ait jamais été écrit, puis dans une langue absolument superbe, d'une clarté et d'une élégance extraordinaire. Et le chapitre précédent, le 18 Brumaire, montre exactement ça. Et Bonaparte, un peu comme Macron, a le sens. Et il n'a pas forcément une idée précise en tête. Mais il se dit, je suis l'homme de la circonstance et je sais qu'ils cherchent l'équivalent d'un roi, mais ils ne veulent pas y revenir. Ils cherchent quelqu'un qui remette de l'ordre, parce qu'on commence à en avoir assez d'avoir les diligences entre Paris et Rennes attaquées 6 fois, parce que c'était ça ce qui se passait. Et puis, il y avait les banquiers qui étaient malais, pardonnez-moi, la banque protestante en particulier, très atypique. Et qui se sont dit, c'est l'homme qui est l'homme de la situation, avec une petite crainte du côté des Barras, des Sieyès, et qui va nous prendre le pouvoir, mais certainement il ne nous le rendra pas. Alors je ne sais pas si Macron a le... D'abord, je ne suis pas absolument sûr que, même s'il est intelligent, il est là, le génie de Napoléon. Bonaparte. Et deuxièmement, les circonstances sont quand même un petit peu différentes. Là, les gens voulaient sortir de la Révolution, mais ils ne voulaient pas revenir en raison surtout des biens nationaux, de tous les changements de propriété. Il ne voulait pas revenir à l'ancienne... Et Bonaparte a été l'homme qui a dit, je vais garantir la propriété, je vais empêcher, je vais m'entendre avec les curés, parce que vous aurez vos mariages et vos enterrements, très bien, mais ça n'ira pas plus loin, je tiendrai le truc, mais l'ordre sera rétabli. Et puis je vais vous donner la gloire. Alors, il y a un point là, il a été il a été emporté. Mais il est possible que, excusez-moi un instant, mais il est possible que Macron se prenne au jeu, comme un joueur d'échecs, et qu'il se dise, mais bon sang d'un petit bonhomme, il n'y a pas de raison que, et qu'il commence à se dire, il faut que j'arrive. Et qu'ils trahissent ceux qui l'ont porté au pouvoir. C'est tout à fait possible. Mais on va voir, à mon avis, ça sera en septembre qu'on verra s'il prend la tangente ou s'il affronte la tempête. C'est ça, ça va être très intéressant. Oui, c'est ça la question centrale. On va le voir en septembre, octobre. Et s'il a une véritable équipe, parce que son ministère, c'est quand même...
Bon, c'est des hauts fonctionnaires. C'est des hauts fonctionnaires, oui. Bon, oui. Ou des militants pour des questions d'équilibre entre les différentes tendances. Ouais. Mais de toute façon, je crois qu'il fait confiance fondamentalement aux fonctionnaires. Il ne fait pas confiance aux hommes politiques. C'est un type qui n'a jamais été député. Il n'a pas ce sentiment du club qu'ont tous les parlementaires, les anciens parlementaires, qui se trouvent une sorte de fraternité entre eux. Lui, pas du tout. Lui, inspecteur des finances, banquier, puis il devient président tout d'un coup. Donc je crois que pour lui, ce qui est important surtout, c'est de gouverner avec les hauts fonctionnaires. C'est pas tellement sur les députés qui veut se reposer. Il y a un domaine, je dois dire, où j'ai eu des échos intéressants, je ne sais pas ce que ça va donner d'ailleurs, c'est le domaine de l'antiterrorisme, parce qu'il a mis en place une nouvelle structure, comme vous savez, qui est dirigée par un ancien préfet, Bousquet-Florian, que je connais très très bien. Oui. Et j'ai des amis qui sont des spécialistes vraiment de la lutte antiterroriste qui m'ont dit... c'est vraiment l'équipe dont on rêvait. Il a pris systématiquement les meilleurs. On va voir. Mais c'est vraiment le gouvernement des experts, quoi. Et je crois que ça, c'est une des dimensions. Ça, c'est aussi. très bien. Mais encore une fois, c'est lutter contre le symptôme et pas contre la cause. Ah bah oui, mais la cause est liée à l'immigration. Et ça, il ne veut pas en entendre parler. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera de ce point de vue-là. Et alors, quand on dit il ne faut pas d'amalgame, ce qui est tout à fait juste, parce que même si on considère que 99% des gens qui viennent en France sont des gens très braves, très courageux, très travailleurs et qui n'ont pas du tout d'intention criminelle, mais il suffit d'1%. Regardez, 1% d'un million, ça fait 10 000. C'est monstrueux. Oui. Les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que 99% sans doute sont des gens parfaitement honorables, mais le 1% ou le 2% de gens potentiellement dangereux ou désespérés, vu les chiffres énormes de l'immigration, parce que là, c'est plus quelques milliers, c'est des millions maintenant. Et là, ça peut faire une armée. Non, mais pire que ça, je dirais même, parce que il faut pas opposer le terroriste et le non-terroriste, comme s'il y avait deux opposants. Oui, c'est ce que les hommes parfaitement bons. C'est des cercles concentriques. Ce sont des cercles concentriques. Voilà. Donc vous avez le cercle concentrique central, ce sont les terroristes, ceux qui agissent, quelques milliers de personnes. Bon. Autour, vous avez un premier cercle concentrique, sont les gens qui approuvent le terrorisme sur le plan, je dirais, actif. C'est-à-dire qui les aident. Ceux qui apportent des voitures, qui prêtent des appartements, qui apportent la logistique en quelque sorte. Ça, c'est beaucoup plus que quelques milliers. C'est pas mal de monde dans la communauté musulmane, je veux dire. C'est le deuxième cercle. Ensuite, il y a le troisième cercle, c'est ceux qui approuvent le principe même du terrorisme, pensant que nous sommes dans une société pourrie, épouvantable, etc., et qu'il faut donc lutter avec Allah et que le terrorisme est un moyen, évidemment, pour sortir de cette situation. Ça fait beaucoup de monde, mais ce sont des gens qui ne sont pas prêts, même pas à prêter une voiture. Ils font rien, parce qu'ils sont trop craintifs. Ils sont juste bienveillants. Mais ils sont inactifs, mais bienveillants. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de monde, à mon avis, 2 millions, d'après les services secrets, facilement, 2 millions de personnes. Bon. Ensuite, vous avez encore un autre cercle, c'est ceux qui sont complètement indifférents. Alors, on ne peut pas attendre d'eux, évidemment, qu'ils aident les terroristes, mais d'un autre côté, comme ils sont complètement indifférents, ils s'opposeront jamais non plus. Et puis ensuite, il y a le dernier cercle, si je puis dire, des musulmans qui, eux, sont vraiment antiterroristes. Ça fait peut-être 2 millions, paraît-il, sur 7 millions de musulmans en France. Donc, en fait, le problème ne se limite pas uniquement au noyau central des 3000 personnes. C'est une vraiment. Évidence. C'est une évidence. Et il y a quelqu'un qui était un expert en matière de révolution, qui s'appelait Mao Tse-tung, qui disait, le bon révolutionnaire, c'est celui qui est plongé dans le peuple comme le poisson est plongé dans l'eau. Exactement. Et bien là, c'est pareil. Le bon militant djihadiste, il est plongé dans la communauté musulmane, où il trouve tous ses relais, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous coupables, bien entendu, mais c'est la même chose que le communisme au 19e siècle, de ce point de vue-là. Et il y a un milieu favorable. Je crois qu'il faut que je fasse un rappel sur le fait que nous sommes sur Radio Courtoisie. Donc, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie. C'est l'émission d'Yvan Blot sur le Libre Journal de la Résistance française, avec 2 invités, Olivier Tournafont, professeur de droit, et Hilaire de Crémier, historien, journaliste, directeur de journaux, et nous parlons donc d'un sujet tout à fait d'actualité qui est Macron, en quelque sorte. Qui est Macron, voilà. Donc, il nous reste exactement une demi-heure. Mais un peu moins même, parce qu'on interrompt souvent un peu avant. Oui. Alors, il faudrait qu'on dise quelques mots maintenant justement de l'opposition. On l'a à peine évoqué. Les oppositions à Macron, l'opposition à Macron, d'où elle peut venir.
quelle forme elle doit prendre. Et là, effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement difficile, parce que sur le plan politique, on ne voit pas, pour l'instant, de solution. On a des oppositions complètement éclatées, très minoritaires. Parce qu'on dit, oui, Macron, il ne représente que 20% de la population française. Parce qu'il faut voir le nombre de gens qui ont voté Macron par rapport aux inscrits. Oui. Bon, c'est beaucoup moins, évidemment, que par rapport au vote. Puisqu'il y a la moitié d'abstention. Donc c'est vrai, Macron a peut-être un support de 20% de la population, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Et ça, je pense qu'il le sait, qu'il est très fragile, et parce qu'il est très fragile, et parce qu'il sait qu'il est fragile dans la population française, il cherche à se créer aussi cette stature majestueuse, au niveau interne comme au niveau externe. C'est très intelligent d'avoir été sur le terrible pendant que le parlementaire parlait au Parlement, parlait aux parlementaires. Lui, moi, je ne suis pas parlementaire, je suis là où je dois être. C'était mieux qu'un pédalo, effectivement. Oui, exactement. Et puis la veille d'avoir été à Bamako. Parce que ça, c'est une très bonne idée, de regrouper un peu toutes les puissances des pays africains, du Sahel, pour leur dire on va vous aider à combattre le terrorisme. Et puis s'il est intelligent, par derrière, empêcher l'immigration, mais à la source. Rétablissons l'ordre dans ces pays pour que les gens soient heureux d'y vivre. Et qu'ils se développent. S'il fait ça, il fait ce que, d'une certaine manière, là, il est le bon Bonaparte. Il est Bonaparte, ça, on sait pas. Mais on ne sait pas, parce que, comme vous dites, c'est une incertitude considérable. Mais l'homme est habile, ça c'est sûr, et il sait comment flatter le français. Ce qui prouve que, d'une certaine manière, il a compris quelque chose. Il flatte le français dans son côté royal, régalien. C'est pour ça que je dis... C'est le côté homme de lettres, là, parce qu'il n'est pas qu'un inspecteur des finances et un comptable public. Le miracle Macron est possible, mais il n'est pas probable. Et un philosophe a dit, l'histoire est bien souvent la caricature de ce qui aurait dû être. Et ça, on risque de s'en apercevoir très vite. Parce que sa référence, c'est les Lumières, comme il l'a dit. Ce sont les Lumières, les références maçonniques. Parce que rappelez-vous aussi l'élection de Sarkozy, le Figaro, au lendemain de l'élection de Sarkozy, titrait en première page la photo de la galaxie marquant le Big Bang. C'était vraiment la montagne qui accouche d'une souris. Hein. Désolé, mais c'était... Mais là, quand on voit les réformes institutionnelles dont Macron a parlé devant le Congrès, c'est des réformettes, hein, parce que mettre 300 députés au lieu de 500, qu'est-ce que ça peut changer, hein, ça change rien. C'est de la démagogie. On peut dire que ça coûtera un petit peu moins cher, mais ça va pas plus loin. La vraie grande réforme qu'il aurait pu essayer de faire, c'est de mettre en place la démocratie directe avec des référendums. Mais ça, il n'en peut pas du tout. Mais ça va contre les intérêts de l'oligarchie. Bien sûr. Donc c'est pour l'instant. Encore qu'il est, c'est plutôt Philippe qui a menacé éventuellement de passer par référendum. Mais il y a aussi la question de la fiscalité, parce que vu l'état de délabrement des finances publiques et la politique fiscale aberrante qui a été menée pendant 40 ans, où il continue dans cette politique démagogique, insensée, à base de prélèvements confiscatoires et inutiles, je pense notamment à l'impôt sur la fortune, où il continue dans cette voie, et malheureusement on a l'impression qu'il va continuer dans cette voie avec son super impôt sur l'immobilier, qui est encore plus injuste d'ailleurs que l'ISF, c'est encore plus absurde, parce que on dit oui, mais comme ça les Français seront obligés d'investir dans les entreprises françaises, mais c'est absurde. Ils peuvent aussi acheter des actions japonaises ou néerlandaises ou suisses ou américaines. C'est toujours la même chose, c'est préférer le fluide au solide. À la limite, je vais dire une chose, c'est quand j'achète un immeuble, je l'achète a priori en France. Quand j'achète des actions, je peux très bien acheter des actions chinoises ou japonaises. Donc je comprends. Alors donc ça, et puis alors l'augmentation de la CSG est quand même très inquiétante. Il y a le risque aussi de détrier fiscalement la classe moyenne et les retraités pour puiser tout simplement dans les actifs des Français pour rembourser et l'augmentation des taux. Et l'augmentation des taux. Donc on va voir si cette politique fiscale, alors si c'est la même folie fiscale que celle qui a perduré depuis 30 ans, c'est même pas la peine. Macron ne changera absolument rien. On va voir, ça sera un test. L'ISF va être un test aussi. S'il supprimait carrément l'ISF, quitte à faire hurler les gens, ça serait un très bon signe. Il dirait ça ne sert à rien, je suis un bon technocrate, je constate que ça ne sert à rien, donc je le supprime. Mais pour le moment, il n'en est pas là. Hein. Il veut au contraire le garder sous une forme encore plus discriminatoire, on va dire. C'est-à-dire que ça sera vraiment un impôt sur la classe moyenne propriétaire d'immeubles, notamment dans les grandes villes. Parce que c'est complètement absurde. Non, mais il est l'émanation de la haute fonction publique et de l'inspection des finances, plus particulièrement. Donc c'est un milieu qui est totalement fermé à l'idée d'une réduction du montant fiscal qui va se référencer.
ça plaide pas. Il faudrait vraiment qu'il se révolte contre sa propre formation d'origine. C'est ça. Alors, ça votre question, Yvan, c'était votre question. Là, oui. Votre dernière question, c'était que vous avez. Question des auditeurs. Oui, non, votre question à vous. Votre question à vous. L'opposition. Oui, c'est ça. Qui incarnera l'opposition? Oui, il y avait une carte à jouer. D'où peut venir l'opposition? Sur quel thème elle doit travailler? Peut-être se fédérer. Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas la politique qui a été menée depuis 2012-2013 par le Front National. Pendant très longtemps, je me suis dit, Marine est une professionnelle de la politique, elle connaît mieux que moi, c'est son affaire, je lui fais confiance. Ça me paraissait bien bizarre, je trouvais que c'était pas les bonnes orientations, mais je me dis, après tout, c'est elle qui connaît, moi je connais rien. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que mes craintes étaient fondées. Et que, alors Louis Alliot était beaucoup plus modéré, beaucoup plus réaliste qu'elle. J'ai rencontré Louis Alliot souvent, et c'est quelqu'un de grande valeur, je trouve. J'espérais qu'il la ramènerait à la raison, mais malheureusement, elle a mis l'accent sur, je dirais, l'aspect jacobin de son mouvement, l'aspect interventionniste, étatiste, des promesses démagogiques, très peu de réduction. En réalité, le programme fiscal n'était pas aussi catastrophique qu'on se plaisait à le dire. Avant les élections, j'avais fait une émission, on s'était rendu compte que le programme fiscal du Front National était certes moins bien que celui de François Fillon, mais il n'était pas calamiteux du tout. Donc on exagérait. Mais enfin, la retraite soit 60 ans, sur la question de l'euro, elle pouvait avoir. La question de l'euro, c'était pas opportun. Voilà, je trouvais qu'il fallait. Oui, mais il fallait pas en balancer ça dans la figure des gens, alors que personne ne le demandait. Il faut quand même faire preuve d'un minimum de diplomatie. Les gens avaient peur de cette sortie de l'euro. C'était un stress supplémentaire. Et puis alors je comprends. C'est simple. Là, je vois, il y a un sondage qui vient de sortir tout récent, qui est de l'Ipsos, qui dit. 20% des Français sont favorables à une sortie de l'euro. 80% des Français sont contre. Donc c'est vraiment aller à l'encontre de l'état actuel de l'opinion, en tout cas. Donc c'est vraiment curieux. C'était vraiment prendre un risque inconsidéré. Faire toute une campagne électorale présidentielle alors qu'il y avait bien d'autres sujets. Comme ça, c'est une drôle d'idée. Alors que si on regarde des thèmes plus classiques, il y a quand même 65% de Français, toutes catégories confondues, qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Les immigrés font-ils des efforts pour s'intégrer? 61% des Français pensent que non. La religion musulmane est-elle compatible avec les valeurs de la société française? Il y a aussi une majorité de gens qui pensent que non. L'islam cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. 74% de gens pensent oui. Donc voilà des thèmes pour le Front National qui sont des thèmes formidables. Et puis la fiscalité. Ils n'ont pas été exploités comme ils ont dû l'être. La classe moyenne votait, surtout les commerçants, votent beaucoup pour le Front National. Les retraités, qu'est-ce qui dissuadait les retraités de voter pour le Front National? C'était la question fiscale et la question de la sortie de l'euro. Et là, il y a quelque chose d'ailleurs qui est préoccupant pour le Front National, parce que il n'y a que 30% des Français qui trouvent que le Front National est proche de ses préoccupations. Alors pour un parti populiste, c'est quand même paradoxal. Alors que l'UDC en Suisse, c'est beaucoup plus proche des préoccupations de ses électeurs. Oui, tout à fait. De toute façon, l'UDC fait des congrès où les gens s'expriment. C'est pas une autocratie. Non, mais l'UDC peut être un modèle, effectivement. C'est un parti qui fonctionne très, très, très bien. Il se trouve que plus d'un Français sur 4... Il n'y a plus qu'un Français sur 4 pour juger capable le Front National de gouverner le pays. Recul de 6 points en 2 ans. Mais c'est quand même dramatique. Ça, c'est quand même des choses. Enfin, je sais pas, on ne peut pas ignorer ces facteurs-là. Non. Alors maintenant, quelles sont les conclusions qu'il faut en tirer? Et puis alors, en plus, les bisbilles de la famille Le Pen font assez mauvais effet. Quand on voit Jean-Marie Le Pen avec des huissiers devant les grilles du quartier général de Nanterre en train de vociférer, sa nièce qui s'en va et qui disparaît dans la nature, et qui a sans doute raison, et les propos peu amènes de son grand-père, pour même une vulgarité quand même, il faut le reconnaître, assez grande, à l'endroit de Marion. Non, je trouve que ça va pas, ça donne pas une bonne image dans tout ça.
Mais pour l'instant, peut-être que c'est Dallas, quoi. Ce qu'il faudrait proposer pour le moment, puisqu'il n'y a pas on peut pas dire qu'il y ait. Il n'y a pas d'idéal, oui. Non, franchement, pour le moment, on ne voit pas. Et malheureusement, ceux qui risquent de se retrouver dans la rue seront plutôt dirigés par des Mélenchon et autres agitateurs qui les mèneront dans des impasses. Oui. Je pense que c'est le moment pour les nationaux, on va dire, les gens qui ont le souci de la France, de son avenir, et puis qui veulent réfléchir un peu, de poser les questions comme notre conversation de ce soir. Parce que dans le fond, c'est cela les vrais problèmes. Les vrais sujets. Nos institutions. Pourquoi ce mécanisme dans lequel on perd toujours ? À la place de Macron, ça aurait pu être quelqu'un de très bien. Mais pourquoi ça a toujours tourné dans le mauvais sens ? C'est peut-être ça les questions essentielles. Et que nous travaillons et que nous proposions au peuple français dans une crise qui, à mon avis, va venir et qui va être beaucoup plus dramatique que les précédentes, je pense aussi. Elle se fera... Surtout que la tentation mélenchonienne est forte. Alors mon fils a 13 ans et demi, bientôt 14 ans, mais il s'intéresse à la politique, et puis il est à bonne école, il entend quand même... Il y a Politique Magazine à la maison, il entend nos conversations, il regarde pas beaucoup le journal de 20h, et il me dit, je lui dis, c'est curieux que alors qu'on connaît les atrocités monstrueuses du communisme au XXe siècle, il y a encore 20 ou 25% des gens en France pour voter pour Mélenchon. Et il dit oui, c'était étrange, mais il dit au fond, c'est pas tellement étrange. Les Français sont dépressifs. Et les gens dépressifs ont toujours envie de tout détruire. Et ça, c'est très très vrai. Ça, c'est très vrai. C'est ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe. Oui. Ça, un peuple trop heureux d'une certaine manière, trop heureux et n'ayant pas ne pouvant pas réaliser son souhait impossible d'être lui-même souverain. Donc, puisque je ne suis pas souverain, je détruis la souveraineté qui est en face de moi, et je revendique des choses que je ne peux pas mener. Et je crois il y a quelque chose de suicidaire. Et c'est très dangereux parce il aurait pu être au second tour contre Marine. Et il aurait pu être élu, du coup. C'est épouvantable quand on y pense. Je crois pas. Non, il est élu. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu un deuxième tour Mélenchon-Marine Le Pen? Enfin, justement, il n'était pas tellement. Oui, mais enfin, quand même, au premier tour, il n'était pas tellement loin. Macron aurait appelé à voter pour Mélenchon, vous. Oui. Probablement. C'est vrai. Il aurait été tenu par le régime. Il aurait été tenu par le régime, dans le système tel qu'il est. Mais en cas de crise, il est évident que le plus structuré, le plus habile, le plus beau parleur, c'est Mélenchon, et qui a, lui, des troupes qui sont efficaces. Donc en effet, on peut craindre une montée en puissance de l'extrême gauche en cas de difficultés graves dans le pays. Oui, et puis tout à fait. Tout à coup s'apercevoir qu'une partie du territoire n'obéit plus. C'est évident, évidemment, c'est évident. Et ça risque d'arriver. Parce que finalement, c'est ce que Maurice Allais disait, ce qui doit arriver, arrive. Ce qui doit arriver, arrive. Il y a une logique, une fois que c'est dans les tuyaux, sauf miracle, bien sûr. Mais ce qui doit arriver, arrive. Et un statisticien, je crois que c'est Le Bar, il disait pour ne pas voir, il faut prévoir. Or, malheureusement, ça fait 40 ans qu'on a des gouvernants qui ne prévoient plus rien. Ou qui prévoient juste à l'échéance des prochaines élections. Parce que tout ce qui arrivait là, on pouvait le prévoir. C'était une formule d'Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pourvoir. On ne pourvoit rien parce qu'on ne prévoit rien. C'est pour ça que je dis qu'on ne voit pas. Je dis que la République aboutit à l'obscurantisme et au gouvernement à courte vue et à court terme. C'est une évidence. Bon, tout ça n'est pas très réjouissant. Non, il faudrait qu'on ait quelques questions d'auditeurs maintenant pour relancer le débat. Mais en même temps, je crois qu'il faut... Alors voilà une question d'auditeur. J'en ai une là, mais enfin bon. Concernant Macron, que faut-il penser des ronds de jambes faits envers l'armée et la police? Aurait-il un comportement préventif pour éviter un coup d'État de leur part? Un coup d'État, moi j'y crois pas. Je ne vois pas du tout, mais il aura besoin d'eux par contre. On n'est pas dans l'État. Non, mais en revanche, il veut incarner quelque chose de régalien incontestablement. C'est très bien joué d'avoir été dans ce sous-marin et il veut pendant que ça bagaçait au Parlement. C'est une manière pour lui de montrer... Il pense qu'il en aura peut-être besoin. Exactement. Et effectivement, ça, c'est tout à fait possible. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens... Je pense qu'il est joueur. Oui, il y a beaucoup de gens dans l'état-major de la police et dans l'état-major de l'armée qui pensent qu'un risque de guerre civile n'est pas du tout exclu en France, à cause de l'immigration, bien sûr, essentiellement. Et puis de la dette.
Et de la dette. Et de la dette, au fond. Parce que quand il n'y a plus d'argent pour personne, c'est la République de Weimar. Parce que la République de Weimar n'est pas tombée pour des questions migratoires, mais pour des questions de dette publique et d'inflation galopante. Et puis, bien sûr, de conflits internes avec les communistes. Oui, et de chômage majeur. Chômage majeur, mais là, on l'a tout ça. Les communistes, on les a avec Mélenchon. Le chômage majeur, on l'a. La dette, on l'a. Et on a en plus l'immigration. Donc, on est mal barré. Oui, on retombe toujours sur cette conclusion. Oui, sauf s'il y a le miracle Macron, mais qui est peu probable. Et on va voir tout de suite, ça va être fin septembre, à mon avis. Fin septembre, début octobre, on sera fixé. Mais vous, Yvan, vous pensez vous avez une idée? Vous nous interrogez, mais vous... Moi, je pense... fin septembre, on saura. On saura, oui. Je pense qu'à très court terme, la situation est celle que nous connaissons, elle n'est pas enthousiasmante du tout. Mais je ne suis pas aussi pessimiste sur une période un peu plus longue, parce que je pense qu'il y aura quand même une résistance française qui va naître des profondeurs. Qui sera de type patriotique et qui permettra de redresser le pays, même si on ne sait pas qui va la diriger vraiment, cette résistance. Mais moi, j'ai l'impression que c'est tout à fait possible. Alors, il y a les partis politiques, bien sûr, mais il n'y a pas que les partis politiques. Il peut y avoir d'autres associations, il peut y avoir des associations patriotiques. Je vois, il y en a une, par exemple, évidemment, à laquelle j'ai adhéré, qui est Volontaire pour la France, qui est dirigée par le général Martinez, l'abréviation Martinez, et par moi-même, d'ailleurs. Bon, c'est une association qui ne se présente pas aux élections, mais qui crée des sections un peu partout en France, qui donne une formation patriotique et aussi sportive, je dirais, aux gens qui y adhèrent. Et ça crée des éléments dans ce qu'on appelle la société civile qui peuvent permettre aussi un redressement national, parce que le redressement, il ne peut pas se faire uniquement à partir de l'État ou à partir des partis. De toute façon, il faut que ça vienne de l'ensemble de la société. Ne peut se faire qu'à partir d'une prise de conscience. C'est ce qu'on a dit hier dans l'émission. On a fait une émission sur la Vendée. Je ne sais pas si vous l'avez pu l'entendre, Hilaire, mais on avait invité Frédéric Vinclair, qui dirige le groupe d'Action Royaliste, et il a dit des choses très justes. Il a dit, si la solution, c'est que chacun devienne responsable. C'est que les gens cessent de dire « moi je m'en fous, moi ce qui m'intéresse c'est mes vacances, moi je veux plus payer d'impôts en France, moi je vais aller vivre à Washington ou à Singapour ». Le jour où les gens cesseront de raisonner comme ça, diront « je sais mon pays, je le défends, c'est la tradition, je ne veux pas que ce patrimoine culturel, architectural, historique, humain tombe aux mains de l'obscurantisme », là on commencera à s'en sortir. Mais c'est extrêmement difficile parce que quand on tient ce discours, on passe au mieux pour un doux illuminé, ce qui est mon cas. Quand je dis ça dans mon milieu social, j'entends des gens qui ricanent en disant « mon pauvre Olivier, si tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose, tu te prends pour le Christ », voilà ce que j'entends. Ou alors c'est un fasciste, c'est un réactionnaire, c'est la bête immonde la bête immonde qui monte, comme disait Le Pen. C'est grotesque. Mais voilà, malheureusement, tant que dominera un sentiment de nihilisme individualiste et totalement suicidaire, eh bien le pays continuera à couler. Olivier Tournefond, ça vous concerne plus particulièrement, peut-être nous trois, mais enfin vous notamment. Question d'un auditeur. Quand arrêterez-vous de critiquer le front sur courtoisie ? Et je critique le front quand il me paraît moins bon, c'est tout. C'est pas moi qui l'ai le plus critiqué à une émission, c'était Marc Rousset, qui a été absolument virulent. Et moi, j'ai défendu Marine. Donc, je critique le Front National, souffrez qu'on vous critique et non point qu'on vous loue, avait dit La Bruyère. Quand Marine se trompe, je dis elle se trompe. Et je dis, je vote quand même pour elle. Bon, j'ai pas voté pour Macron, Mélenchon ou même Fillon. Et pourtant, tout le monde me pressait de voter pour Fillon. En milieu socio-professionnel. Non, moi je dis, encore une fois je le dis parce que j'ai de la sympathie pour le Front National. C'est un parti pour lequel je vote depuis 1981. Voilà. Et puis il y a du courage. Quand même. Il y a du courage. Simplement, il y a des moments où il faut dire halte là. Ça suffit, on arrête de déconner. Bon, je suis désolé, je le crois foncièrement. Maintenant, je pense que le parti pourrait rebondir aussi, effectivement. Mais je suis obligé. On va le voir cet été, puisqu'il a des projets de réorganisation très très profonds, donc on verra ce que ça va donner. C'est sûr qu'il ne faut pas a priori. Non, ça c'est quand même. J'ai toujours voté pour eux depuis 1980, donc c'est quand même un gage de fidélité et de loyauté, mais qui me donne le droit justement de donner mon opinion. Voilà, parce que je ne suis pas un transfuge. Et je pense qu'elle s'est trompée ces dernières années, et on vient de le voir là. Bon. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, alors, à part des questions ad hominem ? Il y a une autre question qui est arrivée, il y a que 2 questions qui sont arrivées récemment.
Que pensez-vous du PCD, Parti chrétien-démocrate? Ils ont l'air intéressants, mais manquent cruellement de moyens. Ah oui, c'est Poisson. Il a été éliminé. C'est très sympathique, mais c'est tout petit, quoi. C'est toujours pareil. Pour l'instant. Il a été éliminé, et puis maintenant, ils ont une difficulté financière, parce qu'ils n'ont pas le 1% qui permet d'être remboursé. Non, c'est tragique. Il y a En Marche aussi. Il y a du il faut dire aussi que les milieux catholiques dans cette affaire politique, le milieu catholique est pitoyable. Moi, je suis catholique, affiché, mais c'est pitoyable. La formation politique des catholiques est absolument nulle, totalement nulle. Ils avaient là l'occasion de promouvoir Poisson, ils n'ont même pas voté pour lui. Il fallait lui donner une chance. Il pouvait gagner, c'était peut-être une illusion, mais en tous les cas, il fallait lui donner une chance. Mais le système est tel que plus l'homme dit des vérités incontestables, c'est évident. Et plus évidemment. C'est pour ça que Philippe de Villiers n'a pas pu percer. Bien sûr. C'était déplorable. C'est tout à fait déplorable. C'est dramatique. Mais c'est le jeu même du régime démocratique, malheureusement. Et c'est cas de terrible. C'est cas de terrible, c'est que tout Français est absolument persuadé, on lui a mis ça dans la tête dès son plus jeune âge, tout Français est absolument persuadé que s'il roule en voiture automobile, c'est grâce à la République. Exactement. Il est absolument persuadé que s'il peut partir en vacances, c'est grâce à la République. Absolument juste. On les a convaincus de ça. Absolument. Et c'est leur religion. Exactement. Et malheureusement, l'Église a rallié ça. Exactement. Alors comment voulez-vous avoir une résistance? Et l'Église a mis la République au-dessus même de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à faire. C'est la divinité. Ensuite, de substitution. On demande la liberté de pouvoir pratiquer son culte. Mais le mahométan, c'est au même titre. Et quand vous avez une France bâtie comme ça, c'est tellement contraire à son... C'est tellement contraire à son histoire qu'on aboutit à ces résultats catastrophiques. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a ce facteur, mais il y a d'autres éléments dans l'opinion publique qui ne sont pas inintéressants. Par exemple, je me réfère toujours à cette dernière enquête qui vient de sortir d'Ipsos, qui dit la concentration des pouvoirs correspond à une forte demande d'autorité que l'on retrouve dans l'opinion. 88% des Français considèrent qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour mettre de l'ordre. Ça, c'est quand même frappant. Et il paraît que 20% seraient même partisans d'une autorité militaire. Oui. Oui, mais attention, il s'agit à ce moment-là que cette autorité exerce son commandement sur des choses utiles, d'intérêt général, et qu'elle ne vienne pas tracasser, persécuter les citoyens dans leur vie privée et dans leur vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, on a un État qui est faible avec les forts et qui est intransigeant et despotique bien sûr. Avec les citoyens. Et c'est le contraire même qu'il faudrait faire. Mais là, quand les gens disent qu'ils veulent un chef du pays... ça n'a rien à voir avec, je dirais, les tracasseries administratives. On est dans un autre contexte. Ça a à voir un peu avec la Russie de l'époque de Yeltsin. Parce que la Russie, à l'époque de Yeltsin, c'était aussi un pays qui était profondément malade, qui avait toutes sortes de problèmes, de difficultés, qui était humilié sur le plan extérieur. Et alors, évidemment, vous me direz, la solution a été trouvée plutôt au sommet, et non pas à la base. Elle est venue des milieux militaires, en fait, qui ont sélectionné Poutine, qui ensuite est devenu le président, approuvé par la population. Puis ensuite, ils ont trouvé que Poutine allait tout à fait dans le sens de ce que souhaitait le peuple, ce qui fait que maintenant, il se retrouve avec 80% de gens qui l'approuvent. Mais c'est venu plutôt du haut. Mais cela dit, moi, pour en avoir discuté d'ailleurs avec Vladimir Poutine, puisque je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir une demi-heure à Sotchi l'année dernière, il est très préoccupé toujours de la nécessité d'un lien très fort, un lien affectif, symbolique, tout ce que vous voudrez, très fort avec le peuple. Et il a peur des écrans que constitue l'administration et sa propre majorité. Ce qui fait qu'il a constitué des structures qui permettent de critiquer l'administration et de critiquer sa propre majorité. Et il a fait exploser l'ancien Parlement. Maintenant, il n'y a que des jeunes députés en Russie. C'est extrêmement intéressant et ça le rapproche du régime mixte d'Aristote. Qui voulait qu'il y ait un chef, que le peuple ait des prérogatives et qu'il y ait une élite, bien sûr. Il faut toujours une élite. Les trois, c'est une très bonne idée, il faut l'encourager et c'est, je crois, la solution.
je pense que justement... Mais il a fallu une crise très très profonde, hein, sinon il serait peut-être jamais arrivé. Hein. Donc, alors en France, vous me direz, tous les éléments de la crise sont là, oui, mais tous les éléments de la crise sont là. C'est pas encore, c'est triste à dire, c'est peut-être pas encore suffisant pour qu'il y ait vraiment un redressement. La Russie n'était pas engluée dans des traités internationaux et n'avait pas perdu une partie de sa souveraineté comme la France l'a perdu. Oui, mais enfin, elle avait... nous, on fait partie du Conseil de l'Europe, on fait partie de l'Union européenne, on fait partie de l'euro. Ça c'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles Macron n'arrivera à rien. Et voilà. Non, mais la Russie avait signé, même pas signé, d'ailleurs, avait accepté des conditions invraisemblables, avait dit à l'Occident, il faut que l'OTAN ne s'étende pas à l'est de l'Oder. Oui. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Bon, et elle a rien répliqué, rien du tout. Et puis, elle a vu petit à petit l'OTAN, qui est une machine qui était anti-soviétique au départ, qui est devenue une machine anti-russe. Ce système de l'OTAN s'est rapproché des frontières russes de plus en plus. Donc, il fallait quand même... C'était pas tellement bien non plus. Hein. C'est pas mieux que notre adhésion à l'Union européenne. Hein. Oui, mais enfin, ils ont gardé leur souveraineté. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même des éléments de résistance à l'intérieur de l'opinion publique, à l'intérieur de la population. Alors, les structures ne sont pas là pour accueillir ces éléments, pour l'instant, suffisamment en tout cas. Mais l'espoir n'est pas perdu pour autant. On ne sait pas ce qui se passera. Ce qui me semble extrêmement dommage, oui, mais on peut dire, je vois encore un mot, c'est que ce qui est extrêmement dommage, je le dis ça encore pour les auditeurs qui ont voté comme moi pour le Front National, c'est que j'ai vraiment espéré que après le Brexit, qu'après l'élection de Trump, le Front National serait la troisième vague qui ébranlerait profondément, non pas que je sois anti-européen, mais je suis contre cette Europe-là, et qui allait ébranler profondément cette construction extrêmement vermoulue et malodorante. Et malheureusement, on a été amèrement déçus. Donc, ce qui explique une certaine rancœur de ma part, mais qui est largement partagée. Donc, il faut revoir notre façon d'agir, parce que il va falloir arrêter. Mais alors, juste... Non, oui, alors, Yvan Blot, je vous laisse conclure. Le technicien me dit qu'il faut arrêter l'émission, mais je voudrais juste dire une phrase pour répondre à la question qu'on avait posée au début, qui est Macron? Et je répondrai, Macron travaille pour la classe dirigeante, ceux qui ont bénéficié de la mondialisation. Donc il laisse de côté ceux qui ne sont rien, comme il dit lui-même, c'est-à-dire 60% de la population française. Donc il est très fragile. Exact. Ma conclusion, Macron est fragile. Voilà. Bravo, très bien. Une pointe d'espoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Yvan Blot, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2017 de 18h à 21h et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.